Salut les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, fin du déballage du coffret de Funès et aussi mes premiers achats chez Carlotta et ESC. Je vous montre les éditions, les visuels, les bonus et quelques anecdotes. C'est parti. Premier film, Les aventures de Rabbi Jacob. Le film est sorti en 1973, il dure 1h35, réalisé par Gérard Horry, la musique de Vladimir Cosma. Au niveau de l'audio, c'est du français 2.0 DTS Master Audio. Le synopsis: Victor Puvert est un homme d'affaires xénophobe. Il se rend à Paris pour le mariage de sa fille. Il croise le chemin de dangereux terroristes ayant pour objectif d'éliminer un leader révolutionnaire nommé Slimane. Celui-ci parvient à s'échapper aux côtés de Victor Puvert afin d'échapper à ces hommes dangereux. Ils n'auront d'autre choix que de se déguiser en rabbin. Pivert est alors pris pour Rabbi Jacob, sommité new-yorkaise attendue en grande pompe par la communauté juive de la rue des Rosiers. La galette. Donc ça reprend la jaquette, tout simplement. Pour les bonus, il y en a quelques-uns. Souvenir de tournage de Bernard Stora, donc 29 minutes. La joie de faire rire, 28 minutes. Louis de Funès, comique sérieux, 11 minutes. La musique complice, 12 minutes. Et un contexte particulier, 8 minutes. Le 19 mars, le tournage débute au studio Billancourt avec la chute de Victor Puvert dans la cuve de chewing-gum. La nuit suivante, le veilleur de nuit donne l'alerte. Le chewing-gum a débordé et s'est répandu sur le sol. Non seulement le décor de l'usine Le Yankee est envahi par la pâte collante verte, mais la substance couvre également le sol de la synagogue réalisée par les décorateurs dans le studio mitoyen. La journée de tournage est annulée, il faut entreprendre le nettoyage. Des spécialistes des effets spéciaux avaient passé des jours à trouver le bon rapport de viscosité, de couleur et de texture, et la veille avaient préparé 5 tonnes de faux chewing-gum en mélangeant eau, glucose, farine et gruau et colorant. Stimulée sans doute par les puissants projecteurs du studio, la pâte a fermenté et a débordé. Résultat, 48 heures de nettoyage. Mais le chewing-gum vert n'a pas fini de faire souffrir Gérard Horry et Louis de Funès. 2 mois plus tard, lorsque l'on filme la fuite de Pivert à travers la campagne, on réalise que cette pâte a aussi la propriété d'attirer des nuages d'abeilles, de guêpes, de mouches et d'insectes. Un calvaire pour les acteurs et les cadreurs. Certaines scènes ont été tournées à Brooklyn, dans le quartier juif orthodoxe. La sortie programmée 1 an à l'avance tomba malheureusement au même moment que la guerre de Kippour. Le caractère religieux du film provoqua de violentes réactions. George Craven, célèbre publiciste, fut chargé de la promotion du film. Sa femme, Danielle Craven, imaginait que le film était politique. Le jour de la sortie, elle détourna un avion et menaça de faire sauter l'appareil si le film n'était pas interdit. L'avion atterrit et la jeune femme fut abattue. Sa mort fut qualifiée de coup publicitaire et Gérard Horry reçut d'innombrables lettres d'insultes et de menaces. Pourtant, ce film, derrière ses gags, traite du racisme, de l'intolérance et de l'ouverture aux autres. Un vrai plaidoyer pour la tolérance. Budget estimé du film, 18 millions de francs de l'époque. Il est sorti le 18 octobre 1973 et il a fait quasiment 7 300 000 entrées. Donc une belle réussite. On passe au prochain film. Le Cornio, réalisé par Gérard Horry. Musique de Georges Delerue, qui avait déjà écrit les musiques pour L'été meurtrier et Les Morphalous. Le film dure 1h50. Le pitch rapide. Antoine Maréchal s'apprête à partir en vacances en Italie lorsqu'en plein Paris, sa 2 chevaux est mise en pièces par la Bentley d'un homme d'affaires, Léopold Saroyan. Antoine, désespéré, dit adieu à ses congés, mais Saroyan lui offre un billet d'avion pour Naples et le charge de récupérer une Cadillac pour le compte de riches clients américains. Ébloui, Antoine accepte sans se douter un seul instant que la super voiture qu'il conduit dissimule une véritable fortune illégale. Un pactole que certains aimeraient beaucoup récupérer pour bénéficier d'une retraite dorée. En ce qui concerne les bonus. Donc, bande-annonce, scène coupée, prévention routière, documentaire inédit de Dominique Maillet, le tournage du Cornio, tout sauf un long fleuve tranquille, ça dure 1h22. Le film est au format 2,35, donc c'est du cinémascope, et il dure 1h50. Mais ça, je crois que j'ai déjà dit.
la galette. Donc on retrouve nos deux compères. La Jaguar verte de Louis de Funès a été accidentellement encastrée dans un camion par le fils du premier assistant, retardant le tournage de 15 jours. L'accident de la 2 chevaux de Bourvil a été la toute dernière scène du film à être tournée, le 7 décembre 1964. Pour réaliser cet effet, 250 boulons électriques ont été placés sur la voiture pour qu'elle se disloque au moment de l'impact. Une scène avec Michel Morgan a été faite pour rendre un petit hommage à celle qui était la compagne de Gérard Houry, puis coupée au montage, parce qu'elle n'apportait pas grand-chose à l'intrigue, proprement dite. On peut retrouver la scène sur YouTube, je vous ai mis le lien en description. À la sortie du film, les affaires démarrent normalement, de belles fréquentations dans 7 salles d'exclusivité parisiennes. Mais survient un phénomène unique dans l'histoire du cinéma français. Pendant 4 semaines, le nombre de spectateurs allant voir le film augmente. 71 274 spectateurs la première semaine, 71 359 la deuxième, 80 241 la troisième et 81 922 la quatrième semaine. Le bouche à oreille est exceptionnel, tout simplement parce que les spectateurs n'ont jamais vu ce genre de film. Les moyens d'une superproduction au service d'un duo d'acteurs comiques racontant une histoire particulièrement originale. Le Cornio confirme le nouveau statut de star de Louis de Funès, scelle son amitié avec Bourvil et lance la carrière de Gérard Houry. Ce succès marque le début d'un nouvel âge pour le cinéma populaire français, ce seront les années de Funès. Le film est sorti le 24 mars 1965, un budget de 5 millions de francs d'époque, et il a totalisé plus de 11 700 000 entrées. On passe au prochain film. L'aile ou la cuisse. Je déballe tout de suite. Donc il est sorti en 1976, le film dure 1h45, il a été réalisé par Claude Zidi, la BO du film est signée Vladimir Cosma, le film est en mono d'origine, DTS Master Audio. Le pitch rapide, à 60 ans, Charles Duchemin, donc Louis de Funès, vient d'être élu à l'unanimité à l'Académie française. Célèbre dans le monde entier pour ses traités sur le goût, ses livres de recettes, ses émissions et ses chroniques culinaires, il prépare la nouvelle édition de son guide gastronomique, accompagné de son fils. Donc c'est pas Pierre, ça c'est une erreur, c'est Gérard. Au niveau de la sérigraphie, ils ont cafouillé, bon c'est pas grave. Donc avec Gérard, qui préfère en silence le cirque et le mime, à toute cette mascarade culinaire. Duchemin s'attaque à l'empire du roi de la cuisine, toute faite Tricatel, joué par Julien Guillaumard. Pour les bonus, La guerre des chefs, réalisé par Dominique Maillet, ça dure 51 minutes. Le film est au format 2,35, donc c'est du cinémascope. La galette, on retrouve Louis de Funès en habit d'académicien avec Coluche. Voilà. Autour de Louis de Funès, donc Coluche, Julien Guillaumard, Claude Jansac et Raymond Bussière. On peut aussi apercevoir Marianne Chazelle, Gérard Lanvin et Martin Lamotte, qui ont un petit rôle dans le film. Louis de Funès venait tout juste de se remettre d'un double infarctus. Ce tournage marque donc un grand retour au cinéma, avec une énergie toujours aussi débordante. Coluche dit à un journaliste, travailler avec De Funès, ça me fait la même impression que si j'allais tourner avec Chaplin. Au début, Coluche pense qu'il va transposer à l'écran son personnage de scène, notamment avec sa salopette à rayures. Claude Zidi s'y oppose. À la première scène qu'ils tournent ensemble, les deux acteurs se jaugent. Alors que Coluche joue face caméra avec De Funès de dos, celui-ci éclate de rire. Zidi coupe, Coluche est mécontent. Mais Louis, pourquoi avez-vous ri? Eh bien, parce que vous étiez drôle. Oui, mais c'est coupé. Vous étiez drôle. Vous aussi, vous étiez drôle tout à l'heure. Je n'ai pas ri. Imaginez, Louis, si chaque fois que l'un de nous est drôle, l'autre se marre, on n'a pas fini le film. S'il vous plaît, plus jamais ça. Il n'y aura plus la moindre tension entre eux et tout le cinéma français est étonné par le geste de Louis de Funès, qui demande à ce que le nom de Coluche apparaisse à égalité avec le sien sur l'affiche. Mais il explique que Bourvil avait eu pour lui la même attention au temps du Cornio. Le film est sorti le 27 octobre 1976 et il a totalisé un peu plus de 5 800 000 entrées. Et cette année-là, il fait deuxième au box-office France, juste derrière Les Dents de la Mer. On passe au prochain film.
Pour finir le coffret de Funès, La soupe aux choux. Donc il est sorti en 1981, il est réalisé par Jean Giraud. La musique est signée Raymond Lefebvre, qui avait déjà fait la musique pour Joe, Le Gendarme et les Gendarmettes. Le film dure 98 minutes. Au niveau du son, c'est du master mono d'origine DTS HD Master Audio. Pour les bonus, Louis de Funès, L'Homme Orchestre, réalisé par Dominique Maillet, ça dure 32 minutes. Les acteurs, donc autour de Louis de Funès, on retrouve Jean Carmé, Jacques Villeray, Christine Dejoux, Claude Jansac et Marco Perrin. Un petit pitch rapide. Dans un petit village du Bourbonnais, deux vieux paysans, le Glaude et le Bombay, vivent tranquilles entre légumes, vin rouge et soupe aux choux. Un soir, après avoir dégusté leur fameuse soupe maison, un ovni atterrit dans leur champ. Un extraterrestre farfelu qu'ils appelleront la denrée en sort et devient ami avec eux, fasciné par leur soupe. Entre comédie rurale, science-fiction, loufoque et tendresse, cette rencontre va bouleverser leur petite vie bien réglée. Je vous ai pas montré la galette. On retrouve nos trois compères. Voilà. Donc, pendant le tournage, l'entente entre Jean Carmé et Louis de Funès était idyllique. L'amour de Carmé pour la bonne chère incitant même de Funès à quelques écarts de régime. Et leur duo sera l'élément le plus apprécié par la critique. Un Louis de Funès plus touchant que jamais, moins gesticulant que dans ses autres rôles. C'est vrai que là, il est beaucoup plus calme. Il offre ici un personnage plus doux, nostalgique, presque poétique, loin de son image classique. Ce film, qui restera dans les annales des plus grandes œuvres filmographiques françaises, constituera l'avant-dernier film joué par Louis de Funès. En effet, l'acteur décédera le 27 janvier 1983, emporté par une crise cardiaque. La scène dans la soucoupe volante reste ancrée, et cet objet, qui a été fabriqué en 4 mois, a une histoire un peu particulière, puisqu'il a été créé par Guy Delécluze. Ces derniers avaient fabriqué 3 ans auparavant la planète Krypton, présente dans le film Superman, de Richard Donner. Le film est sorti en France le 2 décembre 1981 et il a totalisé un peu plus de 3 millions d'entrées. Et il a été 9e au box-office France. Je vais aussi vous faire voir un petit objet que j'ai acheté qui m'a fait redécouvrir Louis de Funès. Donc c'est un livre sur Louis de Funès. Bon, il y en a pas mal. Et j'ai appris beaucoup sur le personnage. Et on apprend vraiment plein de choses, comment il était avec les autres acteurs, qu'il n'était pas aussi, comment dire, volubile tout le temps. Il était aussi plein de tendresse. Donc c'est un super bouquin que j'ai quasiment fini, je l'ai dévoré. Et franchement, j'ai vraiment redécouvert De Funès. Voilà. De Funès, Louis de Funès de A à Z, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, on passe au prochain film. Le prochain film, c'est un western que j'ai acheté chez Carlotta, mon premier achat. C'est Cowboy avec Glenn Ford. Donc, s'il est sorti en 1958, le film dure 92 minutes et Glenn Ford est entouré de Jack Lemmon, qu'on a pu voir avec Tony Curtis, c'est lui Jack Lemmon, avec Tony Curtis dans certains Lem Show. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Je vous fais le pitch rapide. Envieux du train de vie des cow-boys du Grand Ouest américain, Frank Harris, un simple réceptionniste d'un hôtel de Chicago, décide de tout quitter et de rejoindre la bande de Tom Reese. Ce changement radical va affecter la personnalité de Frank, qui va devenir peu à peu brutal, agressif et individualiste. Donc il y a quelques bonus, je vous fais voir rapidement. Voilà, avec une bande-annonce. Donc le film est en 1.85, donc les petites bandes noires. Il dure 92 minutes. Et il est en DTS HD Master Audio 1.0. La galette, toute simple, pardon, avec un joli artwork interne. Si j'arrive à voir la galette. Ouais, sympa.
Voilà pour Cowboy. Le scénario est adapté des mémoires de Frank Harris, écrivain britannique ayant réellement vécu une période comme cowboy au XIXe siècle. Tout le tournage du film est en décor naturel. Plusieurs scènes ont été tournées dans les grandes plaines de l'Arizona et du Mexique, avec de vrais troupeaux de bétail. C'est un western plutôt atypique. À l'époque, quand il était passé à la TV, j'en avais gardé un bon souvenir. Et puis là, vu qu'il était vendu pas trop cher, bah, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Donc il est sorti aux États-Unis le 19 février 1958. En France, il est sorti le 11 avril 1958. Et j'ai pas réussi à avoir le nombre d'entrées ni le budget. Donc on passe au prochain film. Alors le prochain film, c'est The Burbs, Les banlieusards. Vous l'avez déjà présenté lors de mon déballage des 92 DVD. Je l'avais récupéré en DVD. Et puis là, ben, j'ai vu qu'il était en Blu-ray, donc je l'ai acheté en Blu-ray chez Carlotta. Donc c'est une comédie, hein, sortie en 89. Il dure 1h42, réalisé par Joe Dante, qui avait déjà réalisé Hurlement, L'Aventure intérieure et Small Soldier. La musique signée Jerry Goldsmith, qui a déjà signé les musiques d'Alien, le 8e passager, Gremlins, Rambo et Total Recall. Pour la partie audio, c'est du VF version française, DTS HD Master Audio 2.0, sous-titré en français, format 1.85. Pour les bonus, préface de Franck Lafont, plus une bande-annonce. Le pitch rapide, Ray Peterson est un père de famille qui profite de ses vacances pour se détendre tranquillement dans son quartier résidentiel, mais son repos est troublé par l'arrivée des Klopek, une famille mystérieuse au comportement étrange. Avec l'aide de ses voisins, Mark et Art, Ray commence à surveiller ces nouveaux arrivants, convaincu qu'ils cachent un terrible secret. Entre paranoïa et situation loufoque, leur enquête vire rapidement au chaos. Donc, autour de Tom Hanks, on retrouve Bruce Dern, Carrie Fisher, Rick Ducommun, Corey Feldman, c'est un des garçons qui joue dans Les Goonies et Génération perdue. On le voit d'ailleurs ici, un peu mieux. Grover Theodore et Courtney Gaines. Donc le réalisateur Joe Dante est connu pour son style unique, mélangeant horreur et comédie, comme dans Gremlins en 84. Le film a été tourné sur le Colonial Street Bakeroad des studios Universal, où ont été également tournées des séries comme Desperate Housewives. Ce film est l'un des derniers que Tom Hanks tourne avant de devenir une superstar, avec Philadelphia en 1993 et Forrest Gump en 1994. La version originale prévoyait une fin beaucoup plus sombre, où Ray découvrait que les Klopek étaient réellement des tueurs en série. Finalement, la fin a été modifiée pour être plus légère et humoristique. On peut trouver la fin alternative sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description si j'y pense, je vais essayer. Le film il est sorti le 17 février 1989 aux États-Unis. En France, c'était une sortie directe VHS. Il est sorti chez CIC à l'époque en 1990. Et voilà, c'est tout pour ce film. On passe au dernier film. Le dernier film, L'Aube Rouge. Donc il est sorti chez ESC. Mon premier achat chez ESC. Donc, je vais le déballer avec vous. Voilà. Donc le film est sorti en 1984, c'est un film de fiction, guerre. Pour le Blu-ray, il dure 113 minutes et pour le DVD, 109 minutes. Il est réalisé par John Milius, un petit peu connu. Bon, il n'a pas fait beaucoup de films, hein, mais Conan le Barbare et Le Vol de l'Intruder. Le film est produit par Kevin Reynolds, à qui l'on doit le film trop peu connu, La Bête de guerre, que je vous recommande, qui est un super film de guerre. Le synopsis du film: par une belle journée d'automne, des centaines de parachutistes cubains prennent d'assaut la ville de Calumet, au Colorado. Alliés aux Soviétiques, ils viennent de déclencher les hostilités contre les États-Unis. Pourtant, 8 adolescents parviennent à s'échapper dans les montagnes. Ils vont mener une véritable guérilla urbaine pour défendre leurs proches et leur pays. Au niveau du casting, on retrouve aux côtés de Patrick Swayze, Jennifer Grey, C. Thomas Howell, qu'on peut voir aussi sur la photo, au milieu, Lea Thompson, Charlie Sheen, Power Booth, Darren Dalton et Harry Dean Stanton. On va ouvrir le boîtier. Hop. Oh. Donc on a droit à une jaquette un peu différente à l'intérieur.
Moi, je l'avais vu à l'époque quand elle est sortie en VHS. J'en avais gardé un super souvenir. C'est un super film. Franchement, très très bon film. Beaucoup d'action. On voit les galettes. Elles sont très jolies d'ailleurs. Donc le Blu-ray. Il y a un bel artwork interne aussi. Hop. Et, pardon, excusez-moi, le DVD. Voilà. Ouais, super joli. Les bonus, hein. Donc, supplément, entretien avec Cédric Delélé, journaliste chez Mad Movies, 21 minutes. Il y a un making-of de 55 minutes et il y a un bonus caché. Voilà. Pour la partie son, pour le Blu-ray, on retrouve de l'anglais 5.1 et 2.0 DTS HD. Pour le français, c'est du DTS HD. Pour le DVD, de l'anglais 5.1 et du 2.0 Dolby Audio. Et pour le français, c'est du 2.0 Dolby Audio. À cause de tensions sur le tournage, les producteurs ont demandé à Patrick Swayze de prendre réellement la tête du groupe, y compris hors caméra, pour souder les acteurs. Un scénario inspiré par la paranoïa de la guerre froide, le film reflète les peurs américaines des années 80, avec la crainte d'une invasion soviétique et d'une troisième guerre mondiale. Les jeunes acteurs ont subi un entraînement militaire intensif, dormant parfois dehors et s'entraînant aux tactiques de guérilla. Le film a été interdit dans les pays du bloc soviétique, qu'ils voyaient comme une propagande anticommuniste. Une nouvelle version de L'Aube rouge est sortie en 2012, avec Chris Hemsworth, mais a remplacé l'URSS par la Corée du Nord, comme envahisseur. Le film a eu un budget de 17 millions de dollars. Au niveau des recettes mondiales, 38 millions de dollars. Il est sorti le 10 août 1984 aux États-Unis. En France, j'ai eu deux dates de sortie, donc je ne sais pas quelle est la bonne. J'ai eu 12 septembre 84 ou 16 janvier 85. J'étais pas sûr des deux dates, donc j'ai mis les deux dates. Et il y a eu 298 801 entrées. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide, et à liker. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.